Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Alors, les prochaines propriétés concernent la composition chimique des étoiles. Alors, pour ça, il faut savoir que chaque type d'atome, le fer, le carbone, l'oxygène, etc., émet un rayonnement lumineux lorsqu'il est excité, par exemple chauffé, ou il absorbe un rayonnement lumineux, et que cette absorption, cette émission, est très caractéristique. Les longueurs d'onde qui sont absorbées ou émises sont extrêmement précises. C'est ce qu'on appelle le spectre de l'atome, et il est vraiment caractéristique du type d'atome. Comme une empreinte digitale, le spectre du carbone n'est pas du tout le même que le spectre du fer ou de l'oxygène, par exemple. Si on regarde l'ensemble des ondes lumineuses qui sont reçues, avec, disons ici, la zone de la lumière visible, les ondes radio, les ultraviolets, etc., on constate des raies distribuées de manière variable, très caractéristique de l'atome considéré. Il suffit donc d'observer ces raies. Ça peut être des raies en émission, parce que ces atomes sont chauffés à l'intérieur de l'étoile, par exemple, et ils émettent donc des raies lumineuses. Ça peut être aussi un spectre en absorption, des atomes plus froids dans la périphérie de l'étoile, dans son atmosphère, qui absorbent la lumière émise par la surface de l'étoile, et cette absorption provoque des raies sombres dans le spectre. En analysant ainsi le spectre, on peut alors connaître la composition chimique de la surface de l'étoile. L'analyse se fait par exemple avec un prisme qui décompose les couleurs, ou avec des appareils plus précis, tels que des appareils appelés des réseaux, et dans le domaine des ondes radio, ça sera des antennes accordées. L'analyse de ce spectre s'appelle la spectroscopie. Et bien sûr, plus il y a de matière, et plus la raie sera intense. On obtient ainsi la composition de l'atmosphère qui entoure l'étoile, ou de sa surface. Dans une étoile est à très haute température, c'est les 16 000 degrés pour le Soleil, et donc c'est du gaz. De plus, ça remue beaucoup, comme de l'eau qui bout dans une bouilloire, dans une casserole que l'on chauffe. Et donc, tout se mélange en permanence, et la composition est semblable à toute la surface de l'étoile. Et donc, dans toute l'étoile, ou du moins, la couche supérieure de l'étoile. Avec la gravité, il peut y avoir une ségrégation. Au centre, il y a les réactions nucléaires, donc il peut y avoir des différences notables. Mais au moins, pour la première couche de l'étoile, cela nous donne sa composition. Alors, quelle est la composition des étoiles? Elle varie selon les types d'étoiles, mais grosso modo, on trouve de l'hydrogène. 75% de la masse de l'étoile, c'est de l'hydrogène, sauf pour les plus vieilles étoiles. Et 25% de la masse, c'est de l'hélium. Alors on trouve aussi, en plus petite quantité, de l'azote, de l'oxygène, du carbone. Notons d'ailleurs que le mot hélium vient de hélios, soleil, parce que c'est comme ça qu'il a été découvert. En analysant au 19e siècle le spectre de la lumière du soleil, ils ont découvert un élément qu'ils ne connaissaient pas et qui fut appelé hélium. Et en analysant les gaz sur Terre, il fut découvert sur Terre un peu plus tard. C'est donc un élément dont la découverte ne s'est pas faite sur Terre. Notons que les raies apportent des informations sur la température, parce que certaines raies ne se produisent que si les atomes sont particulièrement excités, et donc à des températures élevées, lorsque les chocs entre atomes sont très violents. Et certaines raies sont donc caractéristiques de la température. De plus, le mouvement provoque un décalage des raies. Alors pourquoi? Un corps qui émet une onde et qui bouge, quand on mesure cette onde, on perçoit un décalage. Ce phénomène est appelé effet Doppler. On peut facilement le constater avec le son. Le son se déplaçant à faible vitesse, 300 mètres par seconde, c'est plus facile à détecter. Et par exemple,
une ambulance ou une voiture de pompiers qui s'approche de nous à grande vitesse a un son de sirène plus aigu que lorsqu'elle s'éloigne. C'est pim, pim, pim. Donc, on l'entend, hein, il suffit de bien dresser l'oreille, si on a une bonne ouïe, on l'entend parfaitement. On le constate aussi d'ailleurs quand on est sur autoroute. Soit on s'arrête en pleine nuit sur une aire de repos proche de l'autoroute pour prendre un peu de repos, dormir dans sa voiture, et on entend les voitures passer sur l'autoroute, et on entend leur moteur. Et leur moteur aussi est plus aigu quand la voiture approche et quand elle s'éloigne. C'est très net. Cet effet Doppler donne donc une information sur le mouvement du gaz et donc sur le mouvement de l'étoile. Ça permet de mesurer la vitesse de l'étoile. Le catalogue Gaïa, avec son milliard d'étoiles, donne de telles informations. En plus du mouvement d'ensemble de l'étoile, on a aussi l'agitation thermique. Les atomes bougent dans tous les sens à cause de la température élevée, et donc provoquent un décalage. Et ce décalage se fait dans tous les sens, et donc cela provoque un élargissement des raies, appelé élargissement Doppler, et cet élargissement donne donc de l'information sur l'agitation thermique et donc la température. Notons aussi que les spectres ne se limitent pas aux atomes, on a aussi des spectres dus à des molécules. Les molécules aussi ont leur spectre particulier dû à la structure de la molécule. Par exemple, les atomes qui composent la molécule peuvent vibrer. Mais dans les étoiles, du fait que le gaz est ionisé à très haute température, les molécules sont particulièrement rares. Dans les atmosphères des étoiles les plus froides, on trouve quelques molécules, comme du monoxyde de carbone, quelques rares molécules. Il y a encore d'autres propriétés qui ont beaucoup été étudiées sur le Soleil, qui sont parfois plus difficiles à analyser sur les étoiles plus lointaines, parce que justement elles sont loin. Par exemple, le champ magnétique. C'est comme un aimant. Un aimant a un champ magnétique qui fait qu'il attire les métaux, que les aimants s'attirent ou se repoussent. Les étoiles, les planètes ont aussi un aimant, un champ magnétique. Là, le champ magnétique des planètes comme la Terre est relativement simple. C'est un peu comme un barreau aimanté, avec le pôle Nord et le pôle Sud, qui coïncident d'ailleurs avec les pôles géographiques, à peu près. Et les lignes de champ magnétique vont d'un pôle à l'autre. Pour les étoiles, et en tout cas pour le Soleil, le champ magnétique a une structure beaucoup plus complexe, avec de nombreux pôles et des lignes magnétiques particulièrement enchevêtrées. Ce champ magnétique des étoiles du Soleil s'étend dans tout l'espace, dans tout le système solaire, et influence fortement le mouvement des particules chargées qui se déplacent, notamment celles du vent solaire. La structure du champ magnétique de l'étoile donne pas mal d'informations sur l'intérieur de l'étoile, en particulier sur le mouvement du gaz et des charges électriques qui sont influencées par ce champ magnétique, mais aussi qui génèrent ce champ magnétique. Le champ magnétique a une influence sur les raies spectroscopiques. On observe dans un champ magnétique assez intense un dédoublement des raies. Les raies se dédoublent. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman, qui a beaucoup été étudié en laboratoire. La largeur, le dédoublement, donc l'espacement entre les raies qui se séparent, est caractéristique de l'intensité du champ magnétique. On a donc là un moyen d'observer le champ magnétique, même à distance. Ce qui a permis de l'étudier, au moins pour des étoiles proches, et aussi pour un certain nombre d'étoiles plus lointaines, qui ont des champs magnétiques particulièrement forts,
et qu'on appelle typiquement des étoiles magnétiques ou magnétaires. Une autre propriété, on l'a cité plusieurs fois, c'est le vent solaire. Des particules émises par le soleil, essentiellement parce qu'il est chaud et donc agité, il y a une évaporation. Et en plus, les champs magnétiques ont tendance à propulser ces particules. Le vent solaire est essentiellement composé d'électrons et de protons. On y trouve aussi quelques noyaux d'atomes plus lourds. Il est accéléré par les champs magnétiques et constitue l'essentiel des rayons cosmiques qui touchent la Terre. Un autre phénomène important, c'est l'existence d'explosions à la surface des étoiles, parfois détectables sur des étoiles proches, et très bien mesurables pour le Soleil qui est tout proche. Ce sont les éruptions solaires. Elles sont dues essentiellement à des phénomènes de reconfiguration du champ magnétique. Le champ magnétique étant très complexe, les lignes toutes tordues, à cause de la rotation de l'étoile, par moments, les lignes se reconfigurent brusquement, ce qui dégage énormément d'énergie et provoque une véritable explosion de gaz chargé électriquement. Et le gaz forme ainsi de grandes arches qui suivent les lignes de champ magnétique. Et ce gaz s'échappe brusquement par bouffée dans l'espace. Ces éjections de matière, appelées éjections coronales, excusez-moi, ces éjections coronales peuvent être particulièrement intenses, et lorsqu'elles arrivent sur la Terre, si elles sont dirigées vers la Terre, elles peuvent provoquer des perturbations intenses. Elles sont déviées par le champ magnétique terrestre, mais peuvent rentrer par les pôles ou pénétrer assez profondément dans notre champ magnétique, le champ magnétique de notre planète, ce qui peut provoquer toute une série de perturbations. D'abord sur les satellites, qui sont directement exposés, ça peut même les griller. Ça va aussi perturber les communications par contre radio, l'électronique, et ça peut même perturber les lignes électriques. Les lignes électriques, lorsqu'elles sont particulièrement longues en distance, ce qui existe par exemple au Canada, peuvent avoir une charge électrique qui se développe le long du câble à cause de ce rayonnement dû à l'explosion, à l'éruption, et cela peut même faire claquer les lignes électriques, disjoncter les centrales, ce qui peut conduire à des blackouts. Un autre aspect important, on en a parlé, c'est les réactions thermonucléaires au centre de l'étoile. Ceux-ci dégagent énormément de particules appelées neutrinos. Alors les neutrinos sont des particules, comme leur nom l'indique, qui veut dire petit neutre. Ce sont des particules extrêmement légères, très très légères, beaucoup plus légères même que les électrons. Elles n'ont pas de charge électrique, et de fait, elles interagissent très peu avec la matière. Elles n'interagissent que via l'interaction gravitationnelle et via une interaction appelée interaction faible qui intervient dans certains processus radioactifs. Donc elles interagissent très peu avec la matière et les neutrinos peuvent littéralement traverser toute l'étoile, depuis le cœur jusqu'à sa surface et dans l'espace, mais également traverser des planètes entières en interagissant pas ou peu avec la matière de la planète. Donc ces neutrinos ont véritablement un caractère fantomatique. Et il y en a beaucoup. Par exemple, le temps d'écouter cette vidéo, simplement le temps de l'écouter, vous avez été traversé par des milliards de neutrinos qui ont continué leur chemin et ont traversé toute la planète et ressortent de l'autre côté sans interagir. Donc il y en a vraiment beaucoup. On peut quand même les détecter. S'il y en a qu'un sur 1000 milliards qui interagit, ça permet de les détecter. On a donc construit des grandes cuves énormes, plus grandes que des piscines olympiques, que l'on place très profondément sous terre. Pourquoi dans des grandes mines très profondes. Pourquoi c'est profond? Mais c'est pour qu'elles ne soient pas perturbées par les rayons cosmiques, par exemple. Elles sont aussi composées de matière de l'eau, d'autres substances liquides, ultra pures, pour éviter qu'il y ait des impuretés qui pourraient être radioactives et qui perturberaient les mesures. On place des capteurs, appelés typiquement capteurs Cherenkov. Ils vont détecter des interactions, émission d'un rayonnement, des particules chargées vont être émises qui vont provoquer une émission lumineuse, appelée effet Cherenkov, et qui est détectée par les appareils.
on a pu ainsi, il y a quelques dizaines d'années, commencer à mesurer les neutrinos. Il s'est produit un mystère au début. Quand on a commencé à les mesurer, on avait déjà des modèles de fonctionnement des étoiles et de notre Soleil, et la physique, la thermonucléaire, qui disait comment ça devait se passer dans le cœur du Soleil. Cela permettait de calculer le nombre de neutrinos émis par le Soleil. Et les détecteurs, une fois mis en marche, ne détectèrent qu'un tiers des neutrinos. On n'en trouvait que le tiers. C'est ce qu'on a appelé le mystère des neutrinos solaires. Alors il y avait plusieurs explications possibles. La première, c'est que les modèles qui décrivaient la physique thermonucléaire au cœur de l'étoile étaient faux. Deuxième possibilité, les neutrinos ne réagissaient pas comme on le croyait et on pouvait avoir du mal à les détecter. Alors, tout ce que l'on savait sur la physique nucléaire semblait contredire la première idée, mais également la deuxième, parce que les réacteurs nucléaires, qui existent un peu partout, en Belgique, en France et en Allemagne, etc., ces réacteurs émettent eux-mêmes beaucoup de neutrinos. Et donc, on savait parfaitement étudier combien de neutrinos étaient émis et les détecter. Et dire, voilà, nous détectons les neutrinos dans telle ou telle proportion. Et donc, ces scénarios semblaient peu probables. Troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle l'oscillation des neutrinos. Alors, il y a trois sortes de neutrinos. Les neutrinos sont associés à des interactions de type radioactif. Elles sont associées à des particules légères comme l'électron. Il y a le neutrino dit électronique, mais également des cousins lourds, plus exotiques de l'électron, qui sont le muon et le tau. Et il y a donc le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tauique. Et dans les réactions nucléaires habituelles, ce sont des électrons que l'on a, et la plupart des neutrinos qui sont émis sont des neutrinos électroniques. Mais il était tout à fait possible que pendant leur voyage, ces neutrinos changent de nature et deviennent des neutrinos muoniques ou tauiques. Du fait du long voyage depuis la Terre, le Soleil jusqu'à la Terre, 149 millions de kilomètres, on pouvait très bien, une fois arrivé sur Terre, n'avoir qu'un mélange des trois types de neutrinos. Et donc de détecter qu'un tiers de neutrinos électroniques. Et effectivement, les premiers grands détecteurs ne détectaient que ce type de neutrinos. C'était donc plausible. Que disait la théorie à ce propos-là? La théorie, en physique des particules, disait oui, c'est tout à fait possible. Les neutrinos peuvent osciller à condition qu'ils aient une masse. Au début, on pensait que les neutrinos étaient sans masse, comme la lumière. Mais ils pouvaient très bien avoir une petite masse, une toute petite masse. Très récemment, on est même arrivé à donner une valeur beaucoup plus précise de cette masse, qui est vraiment minuscule. Et il suffit qu'ils aient une masse, et alors de telles oscillations sont plausibles. Ce qu'on appelle les saveurs du neutrino, électronique, muonique, tauique, la saveur peut changer au cours du temps, osciller. De dire électronique, muonique, tauique, donc vraiment osciller. Et c'est ce qu'on appelle l'oscillation des neutrinos. Il restait à le confirmer. Alors on l'a confirmé de deux manières. D'une part, avec les réacteurs nucléaires, ils produisent aussi un grand flux de neutrinos électroniques qu'on peut détecter. Mais ces neutrinos sont fantomatiques, ils traversent toute la planète. Donc on peut prendre un réacteur nucléaire en France et aller dans le Pacifique, de l'autre côté de la Terre, et détecter les neutrinos émis par le réacteur de la France, à travers toute la planète. Et là, on peut mesurer la quantité de neutrinos et constater que la quantité de neutrinos électroniques a un peu baissé. Une petite partie a disparu. En fait, elle s'est transformée en neutrinos muoniques. Ce qui confirmait ce phénomène. Deuxième moyen de preuve, construire des détecteurs capables de détecter autre chose que les neutrinos muoniques. Ce qui fut fait. Les grands détecteurs comme Kamiokande, Super Kamiokande, etc. ont été perfectionnés. D'autres détecteurs sont apparus et on a pu ainsi détecter les neutrinos muoniques ou tauiques et confirmer qu'on retrouvait bien tous les neutrinos du Soleil tels qu'ils étaient prévus et ils étaient répartis un tiers pour les trois saveurs. Une belle saga. Alors il reste encore quelques propriétés et nous terminerons ça dans la prochaine vidéo.
Je vous remercie.